Forte émotion cet après-midi à Sainte-Rose. Le petit Valdo, 1 an et demi, fauché par une voiture la semaine dernière, a été porté en terre. Une cérémonie en toute intimité. Le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Des centaines de personnes dans les rues de Pointe-à-Pitre pour dire non à la loi El Khomri. Les syndicats et les étudiants protestataires parlent d'une régression sociale sans précédent. Max Évariste, secrétaire général de Force ouvrière Guadeloupe, est l'invité de cette édition. 4 signes de baignade pollués dans l'archipel selon le dernier rapport de l'Agence régionale de santé. La commune de Gourbert a décidé de fermer l'accès aux bains de Dolé. Ils sont en résidence au Memorial Act jusqu'au 2 avril avant de monter sur scène ce week-end. L'orchestre Guadeloupe Symphonie se veut l'avant-garde d'un nouveau genre musical. Découverte de cette nouvelle perle avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Bonsoir à tous. Le petit Valdo a été porté en terre aujourd'hui. Valdo, c'est ce petit garçon d'1 an et demi qui avait échappé à la vigilance de ses parents et s'était retrouvé sur la route nationale où il avait été fauché par un automobiliste. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi à Sainte-Rose, une cérémonie empreinte d'émotion. Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Le petit cercueil blanc s'engouffre dans le fourgon funéraire porté par 4 adolescents. Valdo, le petit ange d'Alexandra, a été conduit à sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Sainte-Rose. Le garçonnet mort tragiquement dimanche dernier, percuté par un véhicule devant chez sa grand-mère. Il était venu passer les fêtes de Pâques avec sa maman et toute sa famille. Cet après-midi, autour de lui, sa maman, sa mamie, sa famille et des frères d'église, tous venus lui dire un dernier adieu. Il régnait au début de la cérémonie, orchestré par le pasteur vainqueur, un silence pesant lorsque quelques membres de la communauté évangélique entament des chants d'amour et de louanges, comme pour apaiser la douleur insoutenable et accompagner la jeune âme innocente. Parti trop vite, Valdo laisse un grand vide dans le cœur et la vie de sa maman, sa mamie et toute sa famille. Ils étaient des dizaines de milliers de personnes, salariés, étudiants, à manifester aujourd'hui un peu partout en France pour demander le retrait de la loi El Khomri. En Guadeloupe, plusieurs organisations syndicales ont répondu à cet appel national. Max Évariste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière Guadeloupe. Ouais. Vous étiez parmi la foule de manifestants qui étaient devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Ouais. Notre reporter Karen Diamant y était également. Je vous propose de regarder d'abord son reportage et nous reviendrons vers vous après. Pour dénoncer une loi qu'ils jugent injuste à l'égard de tous les travailleurs, mais également des chômeurs, les organisations syndicales du département se sont mobilisés pour faire entendre leur colère. Après un défilé dans les rues pointoises, le cortège s'arrête devant la sous-préfecture où une motion contre la loi El Khomri sera déposée ultérieurement. Présenté le 24 mars dernier en Conseil des ministres, le projet de loi prévoit une simplification du Code du travail. Il sera désormais beaucoup plus simple pour un employeur de recourir à des heures supplémentaires sans être obligé de les payer en heures supplémentaires. C'est inadmissible, alors on sait qu'il y a des travailleurs qui se tuent à la tâche, qui font le travail de 3-4 salariés et qu'à la porte, il y a 60% des jeunes qui sont au chômage, ici 30% en moyenne de la population qui est au chômage. Et donc cette loi va aggraver le chômage, va aggraver la précarité aussi, puisque les patrons pourront baisser les salaires, sachant qu'ici les salaires sont déjà en moyenne plus bas qu'en métropole, donc ça sera plus grave, et que le coût de la vie aussi est plus élevé ici. Et ils vont faciliter les licenciements. Donc cette loi égale la précarité, égale plus de chômage. Et c'est pour ça que nous continuons à nous battre pour le retrait intégral de cette loi. De plus, le projet de loi prévoit également une sécurité pour les employeurs en cas de licenciement économique. Le projet de loi là, son seul but, c'est de remettre en cause fondamentalement tous les avantages qui, et parlons l'eau, en faveur des travailleurs. Et nous ne pouvons pas accepter
qu'en 2016, au XXIe siècle, il vous a ramené nous près de 2 siècles en arrière. C'est pour ça que nous mobilisons pour faire en sorte que travailler en Guadeloupe, en France, parce que là qu'on va la mener, que nous porter contribution nous pour ne pas rester spectateurs, à garder les travailleurs à Goumé alors que nous concernés par justement projet de loi là ça, qui sont projets de loi qui écrits et qui dictés par le patronat au gouvernement. Une lutte acharnée qui n'aura pas échappé à la population. S'il n'y avait pas de syndicats, on serait tous dans la rue. Hein. Il faut qu'il y ait des syndicats. Au contraire, il n'y a pas assez. Cette nouvelle loi, c'est pas bon même du tout. Pas bon, non, on ne la veut pas en Guadeloupe. On ne la veut pas. C'est pas bon pour les jeunes, même pour nous-mêmes. C'est pas bon. Alors pour être sûr que ce projet de loi n'aboutisse, plusieurs actions sont mises en place. On fait signer une pétition. On a déjà recueilli près de 2800 signatures de jeunes, lycéens, étudiants, jeunes travailleurs et aussi la population. Et nous participons à des rassemblements. Nous avons fait un premier rassemblement le 9 mars. Aujourd'hui, nous participons à cette manifestation. D'autres mobilisations vont suivre jusqu'au retrait de cette loi. Largement suivie dans l'Hexagone, la mobilisation contre le projet de loi El Khomri a rassemblé 6 syndicats et près d'une centaine de sympathisants en Guadeloupe. Max Évariste, on parle d'une loi dictée par le patronat, mais tous les syndicats ne partagent pas cet avis. C'est le cas de la CFDT qui n'a pas défilé aujourd'hui. Elle s'est dit satisfaite de l'évolution du projet. Comment peut-on expliquer cette division au sein des syndicats ? Non, mais ce n'est pas une division. Vous savez, il y a des organisations syndicales qui sont réformistes et d'autres qui sont contestataires. Nous, par exemple, à FO, on est une organisation syndicale contestataire. Nous, on n'adhère pas à ce genre de comportement qui consiste moi j'appelle ça de l'accompagnement. Alors, vous n'êtes pas du tout en accord avec le président de Force ouvrière au niveau national, puisque lui dit justement que vous êtes un parti réformiste. Non, un syndicat réformiste. Alors, il dit qu'on a peut-être ce côté réformiste, mais on est surtout un syndicat contestataire. On n'est pas un syndicat seulement réformiste. Donc, alors que l'autre syndicat qui fait de l'accompagnement avec le gouvernement en place, bon ben ça c'est son problème, hein, mais je suis sûr que les travailleurs vont comprendre avec quelle organisation se mettre, parce qu'il y en a qui sont avec le gouvernement, qui s'associent avec le gouvernement et qui s'associent avec le patronat pour pouvoir mettre en place une loi. Nous, à Force ouvrière, ce n'est pas notre position. Nous, on veut le retrait unique, le retrait simple de cette loi. On ne veut pas entendre parler, parce que c'est une loi qui remet à mal tous les avantages des travailleurs. Mais si nous continuons comme ça, mais c'est le retour à l'esclavage. Hein. Nous allons retourner. Si nous allons voter, en Guadeloupe, nous allons retourner à l'esclavage. Donc, forcément, nous, en tant qu'organisation syndicale, nous allons goumer pour OTI. Mais, je dis là, c'était en prologue. Mais, finalité là, c'est de mettre en place un mouvement en pays de là, ça, courant avril ou début mai, pour faire tout travailler et peuple Guadeloupe comprendre nécessité et obligation unie de mener un sacré mouvement pour faire ôter loi là ça. Mais il y a d'autres points en Guadeloupe qui ont nécessité un moment grève. Alors concernant la loi El Khomri, ce projet de réforme, alors 25% de taux de chômage chez les jeunes en France hexagonale, près de 60% en Guadeloupe. Est-ce que la France ne doit-elle pas repenser son système pour pouvoir générer de l'emploi ? Mais nous pouvons faire ensemble, mais pas qu'on y a fait là. Mais c'est ça la CFDT avait fait. Mais non, mais la CFDT, c'est dommage qu'on soit obligé de parler d'organisation syndicale, mais yo ni fonctionnement yo. Et ça, qu'a dit, le président de la CFDT était bien fait des bouchailles. Parce que nous estimons là que tout ça, c'est messieurs qui mettent. Rendez-vous compte, ces messieurs qui mettent un projet de loi en place qui t'a dit que mineurs, apprentis mineurs qui peuvent travailler jusqu'à 10 heures par semaine, par jour. Ou pas rendez-vous compte, 10 heures par jour, un mineur, c'est le retour du travail des enfants. Alors, et c'est de la main-d'œuvre à bon marché. Alors cette mesure a été retirée puisque le projet de loi a été réécrit sur 2 points essentiels. Les indemnités prud'homales ne seront finalement pas plafonnées. Et concernant le licenciement économique, un employeur devra subir 4 trimestres consécutifs de chiffre d'affaires et un juge sera chargé de vérifier la véracité de ces chiffres pour que les entreprises, justement, ne réalisent pas d'opérations comptables facilitant les licenciements. Donc on peut dire que l'État recule et que finalement le syndicat arrive à obtenir gain de cause. L'État a reculé sur ce qui est le plus facile, ce qui est le plus gênant pour les employeurs. Mais l'État,
vous avez vu, le président de la République est revenu sur la déchéance nationale. Eh bien, moi j'estime que le gouvernement, enfin le président, il est sur un pied. S'il veut retrouver son deuxième pied, il faut se retrouver sur deux pieds, eh bien, il n'a qu'à enlever le projet de loi El Khomri. Parce que ce projet de loi-là, ce n'est pas dans l'avantage des travailleurs. On veut comparer ça à l'Espagne, mais non, l'Espagne, il n'y avait que des CDD et que de la précarité. Eh bien, nous, en France, ou du moins nous en Guadeloupe, et avec eux en France, les travailleurs qui sont en France, nous, ce qu'on insiste là-dessus, c'est qu'on ne veut pas ce projet-là. Vous ne vous rendez pas compte? Ils vous disent que les négociations seront privilégiées au niveau de l'entreprise. Nous, il faut la faire au niveau de la branche. Alors, si c'est au niveau de l'entreprise, il n'y a que dans les endroits où il y aura des syndicats contestataires, mais bien prêts à défendre les intérêts des travailleurs, où les travailleurs vont obtenir quelque chose. Sinon, ça serait la mort. Vous ne vous rendez pas compte? Quelles seraient les solutions pour justement générer de l'emploi? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer au gouvernement? Ce qu'on peut proposer à ce gouvernement-là, c'est de lui dire de faire une politique de grands travaux dans ce pays-là pour permettre de relancer l'activité et surtout, d'augmenter les salaires. Mais vraiment, mais pas d'augmenter les salaires avec des petites mesurettes, mais vraiment une véritable augmentation de salaire. Un exemple, on peut partager le travail comme il y a un gros taux de chômage. On peut partager le travail. Par exemple, quelqu'un qui travaille 35 heures, on le fait travailler que 30 heures et il est payé 35 heures. Un exemple. Voilà. Tout à l'heure, vous avez fait référence justement à l'Espagne qui a déjà assoupli son droit du travail, ce que projette de faire la France. Cette réforme lui a quand même permis de réduire le chômage de 26% en 4 ans. Est-ce qu'on ne doit pas prendre exemple sur ce qui marche ailleurs? Mais ce qui s'est passé en Espagne, c'est un échec. Un échec, 26% de réduction de taux de chômage? Mais attendez, rendez-vous compte, ce qui s'est passé, c'est regardez le nombre d'emplois qu'ils ont créés et faites la différence avec le nombre d'emplois qui a été maintenu. Eh bien, le delta, il est pas bon. Hein, il n'est pas bon. Et c'est surtout des emplois précaires, des gens qui ont obtenu des CDD de 6 mois, de 3 mois, etc. Mais qui travaillent. Qui travaillent. Mais oui, mais où peut-on aller avec un CDD de 3 mois? Parce qu'aujourd'hui, en France, vous avez un CDD de 3 mois, mais on vous enlève de la liste des chômeurs en France. Alors, vous ne vous rendez pas compte? Donc, c'est facile, hein? C'est facile de faire diminuer un taux de chômage comme on veut en France, mais ce qu'on mérite en France, ce que nous, les travailleurs, on mérite d'obtenir un vrai travail avec un vrai salaire pour faire redémarrer l'activité dans ce pays-là. Merci Max Évariste d'avoir répondu à nos questions ce soir. Saviez-vous que la Guadeloupe est entièrement dépendante de l'extérieur? Le taux de couverture des importations par les exportations est passé de 101% en 1947 à 6% en 2014. Autrement dit, tout ce que nous achetons vient de l'extérieur, soit plus de 2 milliards d'euros qui quittent chaque année notre archipel pour générer justement de la richesse et de l'emploi ailleurs. Quelles seraient selon vous les solutions pour sortir de cette situation? Vos réflexions recueillies par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Vu qu'on est habitué à ce que tout vienne de l'extérieur, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment d'avis favorable à ça. Bien, en commençant à exporter, en commençant à produire ce qu'il faut. Déjà, c'est de faire une étude de marché, voir ce qui peut marcher, ce que les gens kiffent, et commencer à produire, avoir une bonne production. Et ça, bon, je pense que c'est dans nos cordes. Tous les Guadeloupéens plantaient plus de choses locales. Ils consommaient plus, moi je dirais que ça peut marcher. Je ne consomme pas vraiment local, je ne consomme pas 5 fruits et légumes par jour. Donc honnêtement, non. C'est que la vie change et puis tout devient un peu plus cher. Ce qui vient de l'extérieur est par moment et la plupart du temps meilleur que ce que nous consommons ici. Tant longtemps, là, c'était les grands-parents, ils ont produit plus, ils ont moins bien rentré. Je pense que le gouvernement n'a pas de tort dans ça. Parce que on ne peut pas dire un tout petit pays comme ça, pourquoi laisser les portails ouverts? Comme ça, avant, là nous lever en l'amour. Nous avons trouvé un petit job tout bitin, mais nous n'avons pas trouvé rien à aller. Allez là, nous avons trouvé nous pris à dans spirale. Moi j'ai mon propre jardin, je prends ce qui est dans mon jardin, donc tout ce qui est d'extérieur, non. C'est qui vient importer, tout bien importé. Il n'y a pas fait boucherie vendre, il n'y a pas fait mal levé pour le vendre. Mon a planté ziam, mais il y a ziam là qui est trop cher, il a acheté en supermarché et pourtant nous avons produit même ziam là ici. Donc il faut pas
peuple là moyen des produits convenablement puis peut nourrir peuple aussi en Guadeloupe. Moi je ne suis pas satisfait. Toutes les marchandes, en tout cas toutes les personnes qui vendent sur le marché ont les mêmes produits. Il n'y a aucune diversité. À vrai dire que les gens ils connaissent que les tomates et que les bananes et que les ananas et que les mangues. En fait il y a autre chose aussi. Quand on regarde les marchés en Inde, les marchés dans les grandes métropoles, en tout cas là où ça se passe, on voit plus de choses, plus de fruits, plus de légumes, plus de diversité. Beaucoup de terres agricoles non travaillées et il faudrait en produire encore plus. Parce que franchement, on a beaucoup de terres non exploitées. Et je pense qu'il faudrait encore faire un long travail sur ça parce qu'on en a besoin. Avant, mon père plantait ses affaires toute seule, mais là, il n'y a plus des Guadeloupéens qui cultivent. Alors il faut tout acheter de l'extérieur. Les syndicats des douanes de Guadeloupe sont inquiets. Une centaine d'emplois ont été supprimés entre 2007 et 2015, soit 25% de l'effectif. Une baisse qui pourrait s'amplifier. Les douaniers menacent de se mobiliser. C'est ce qu'a expliqué Jean-Marie Brissac, secrétaire général du syndicat des douanes CGTG, à Isabelle Hameau. On l'écoute. Effectivement, au comité technique de 2007, nous étions 342 agents. Aujourd'hui, nous sommes autour de 240. Hors les personnels de service. Ce qui prouve qu'il y a vraiment une nette diminution des effectifs. C'est ce qu'on appelle des coupes sombres. Nous sommes l'une des directions de France les plus touchées. Par contre, on nous demande de conserver la même charge de travail. Et quand on nous exonère d'une certaine charge, c'est à notre insu. Les missions, un receveur régional un jour, celui qui est là, décide qu'il ne veut plus faire la répartition des produits de l'octroi de mer au profit des collectivités territoriales locales. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il informe la direction générale qui décide, en dehors des lois et règlements de la République, et qui décide carrément de confier la répartition à la préfecture par une note du 28 janvier 2016 et rétroactivement au 1er janvier 2016. Ce qui fait que le danger, les collectivités locales sont interpellées parce que l'argent ne rentrait pas, puisque la préfecture n'était pas formée. Et donc, les douaniers ont fait le travail durant le mois de janvier et février. Aujourd'hui, on a perdu cette mission essentielle. Nous ne contrôlons plus tout cela. Donc, nous sommes mécontents, la profession est mécontente et nous avons décidé de le faire savoir. Nous espérons que le président de région Chalus sera sensibilisé et qu'il posera les bonnes questions. De toute manière, très rapidement, nous comptons le saisir par courrier et nous verrons sa réaction. Les parlementaires en Guadeloupe ont une lourde responsabilité. C'est eux qui légifèrent. Nous pas quelqu'un pour loi qui a fait sans eux, surtout de l'or qu'il s'agit d'octroi de mer, parce que c'est ça qui a aidé un tiers du budget de toutes les communes et de toutes les collectivités. La région Guadeloupe, que serait-elle? 175 millions de TSC et 70 millions d'octroi de mer régional. C'est tout. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, a démarré sa visite en Guyane, un déplacement de 2 jours pour aborder plusieurs problématiques qui touchent ce département, notamment l'habitat insalubre. Pour réaliser l'ampleur du phénomène, elle s'est rendue ce matin dans un quartier sensible de Matoury. Maxime de la Houplière d'ATV Guyane. Le 10 février dernier, Gabriel Serville avait tiré la sonnette d'alarme à l'Assemblée. C'est donc naturellement que la lutte contre l'habitat insalubre était au programme aujourd'hui pour la ministre, avec une visite d'un logement concerné à Matoury. Il y a d'une part le fait de mettre des réseaux, de mettre des conditions sanitaires, de les remettre à niveau, puisqu'il n'est pas question, là, parce que j'ai compris, de faire partir les gens. Donc il faut remettre à niveau les équipements essentiels. Et si les gens peuvent améliorer leur habitat par de l'autoconstruction, c'est une démarche qui est une démarche intéressante. Mais ça ne dispense pas de faire en sorte que, d'une part, on règle les questions de possession du terrain, puisque pour l'instant, on a cette difficulté et il faut que les gens soient mis en mesure de pouvoir un peu participer au coût du terrain, qu'on mette les réseaux et ensuite, c'est vrai, aider les gens à construire, mais dans des conditions rationnelles. Ça peut être une manière d'utiliser le savoir-faire des populations elles-mêmes. Autre sujet abordé, les actions de lutte contre les maladies vectorielles en pleine épidémie de Zika, mais aussi la question des VHU, ces véhicules hors d'usage qui jonchent le bord des routes guyanaises. Il faut que la population comprenne que sur le plan sanitaire, c'est quelque chose à éviter absolument. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on les enlève, mais il faut aussi qu'on arrive à traiter. Et on voit comment les préoccupations écologiques ou sanitaires peuvent rejoindre des préoccupations d'emploi, parce qu'on a dans ce traitement des véhicules hors d'usage ou des vieilles épaves,
on a vraiment un gisement d'emplois nouveau qui est considérable. Il faut que nous puissions former nos jeunes à la casse, à récupérer ce qui doit l'être dans ces carcasses. Il faut qu'on monte ce type de filière. La visite de la ministre s'achèvera demain avec un passage à Roura, puis au lycée Félix Éboué à Cayenne, avant de repartir vers Paris. Dans un instant, découverte de Guadeloupe Symphonie, un orchestre qui devrait plaire aux mélomanes. Et puis coup de projecteur sur l'habitation Beau Soleil de Saint-Claude. En Martinique, une poignée de demandeurs d'emploi suit une formation en automobile. Un accompagnement porté par Opaclia et le Pôle emploi est réalisé par Martinique Automobile. C'est la deuxième fois que l'entreprise est partenaire de cette opération. Au total, les stagiaires doivent faire 400 heures dans la société. Guy et Raphaël René en a partagé quelques-unes avec eux. Regardez. On a besoin de l'immatriculation de véhicule. CA 672 JS. Derrière son bureau, Jordan fait office de réceptionnaire. Il s'occupe de la clientèle qui sollicite les services du concessionnaire. Mais avant toute intervention dans l'atelier de mécanique, quelques précautions sont nécessaires. On protège le véhicule afin que les mécaniciens puissent déplacer le véhicule sans salir les véhicules des clients. La préparation du véhicule, la préparation des dossiers fait partie du métier de réceptionnaire. Là, nous allons faire le tour du véhicule, voir s'il n'y a pas de petites rayures. Bien, patientez un instant en salle d'attente et je regarde si on l'a fait entrer. D'accord, pas de souci. Oui, c'est ça. Donc le 1er avril, rendez-vous 10h30. Ça vous va? Oui, madame. Comme son collègue, Dimitri a également suivi les 400 heures de formation. Aujourd'hui, l'essentiel semble acquis pour ces stagiaires demandeurs d'emploi. La période de chômage, c'est pas quelque chose forcément de facile. On cherche beaucoup malgré les diplômes ou encore toutes les expériences professionnelles que j'ai eues en tout cas auparavant. J'ai vu dans cette aventure en fait déjà une réelle opportunité d'être formé donc, dans un secteur qui est en plein essor et qui me plaît bien, donc le domaine du secteur de l'automobile. Et puis aussi, on ne perd pas aussi l'attrait commercial, enfin l'attrait avec la relation clientèle pour laquelle j'ai été formé auparavant. Avec leurs tuteurs, cette année, ils ont été une dizaine à suivre ce parcours, dont l'objectif principal est de leur permettre de renouer avec le monde du travail, armés de compétences solides. On voulait prendre des jeunes, leur apprendre le métier du conseiller service. Donc ça consiste à prendre en charge un client qui vient soit pour un entretien, soit pour un problème technique avec son véhicule. Donc de le prendre en charge dès le début. Donc il arrive, on prend en charge le client et son véhicule et de façon à suivre les travaux en atelier et de pouvoir rappeler le client quand le véhicule est prêt pour récupérer son véhicule. Le bilan est en partie satisfaisant puisqu'il y a une première phase qui est atteinte, mais la deuxième phase et l'objectif principal n'est toujours pas atteint. Donc l'idée c'est que vraiment on puisse placer ces jeunes-là dans les entreprises. Une session de job dating est prévue le 15 avril prochain où ils pourront se faire valoir auprès des potentiels employeurs pour peut-être décrocher un contrat. Faute de financement, l'Agence régionale de santé prévoit la fermeture de la maison de l'asthme. Située à Basse-Terre, l'association vient en aide aux patients atteints de maladies respiratoires ainsi qu'à leurs familles depuis 2002. Une pétition a même été lancée pour sauver l'établissement. Reportage Patrick Curie. Une pétition, un cri d'alarme pour sauver cette structure qui depuis 15 ans a fait ses preuves dans l'aide à l'autogestion des maladies respiratoires pour les familles et les patients. En cause, un manque de moyens dû à la baisse de la dotation de l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, on nous demande de vider notre programme d'éducation thérapeutique de sa substance, c'est-à-dire les prestations qui font partie de ce programme, à savoir le suivi éducatif, à savoir les séances de rappel, la coordination des différents acteurs qui interviennent dans la prise en charge, n'existent plus, ne sont plus payés par l'ARS. Donc, par conscience professionnelle, nous le faisons bénévolement. Mais ça ne peut pas durer. Les prestations sont payées à minima, elles sont payées à 60 jours, nous ne pouvons plus tenir. Et nous disons non, les Guadeloupéens ont droit à une prise en charge à la hauteur de la prévalence de cette maladie ici en Guadeloupe, parce que cette prévalence est de 16% chez les enfants de 10-11 ans. Ce n'est pas rien. L'ARS, de son côté, dément le fait de fermer cette structure dont elle reconnaît l'utilité. Elle se dit prête à recevoir les responsables afin de trouver une solution rapidement. Lorsqu'on a procédé au regroupement des réseaux de santé,
On a procédé aussi à l'intégration de tous les personnels de ce réseau au sein du GIP. Il se trouve que l'école de l'ASM, à ce moment, n'a pas souhaité intégrer le GIP, a souhaité rester autonome, indépendante. Et dès lors, la prestation que fait l'école de l'ASMA est versée à l'acte, est payée à l'acte. Et le montant payé à l'acte à l'école de l'ASMA aujourd'hui est moins important que ce qu'il percevait avant en tant que subvention pour l'ensemble du réseau qui nous était disposé, le réseau ASMA et le réseau apnée du sommeil. Donc j'ai rencontré la direction du réseau, la présidente du CETG, son directeur, en leur disant, dans ce cas-là, afin de permettre la poursuite de l'activité, moi je vous propose que l'ARS, le GIP, intègre les personnels du centre de TP, le CETG, du CETG, ce qui fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus de salaire à verser, donc il n'y a plus de difficultés financières, puisqu'on est payé et intégré, et donc le CETG pouvant ainsi poursuivre son activité. Chaque jour, plus d'une douzaine d'enfants arrivent aux urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire en crise d'asthme. À ce jour, il y a plus de 700 signataires de cette pétition. Au lendemain de la publication du rapport de l'ARS sur la qualité des eaux de baignade de notre archipel, la commune de Gourbert a décidé d'interdire l'accès aux bains de Dolé. Les explications avec Bénédicte Jourdier. La plage de Viard fait partie des 4 sites où la qualité des eaux est insuffisante selon l'Agence régionale de santé. Mais cela n'empêche pas Pierre de pratiquer le kitesurf. Ça fait, je pense, plusieurs années déjà qu'on navigue ici. C'est pas récent, la qualité de l'eau. Du coup, moi, j'ai jamais attrapé de choses affreuses. Donc, pour le moment, je viens et puis on verra après s'il y a otite ou autre chose, quoi. Ce site de Viard est en effet pollué depuis plusieurs années et seules les activités nautiques sont autorisées par un arrêté. C'est une zone où il y a un impact fort au niveau humain, puisqu'il y a donc déjà 2 rivières qui encadrent la plage, donc qui peuvent potentiellement drainer tout ce qui est en amont et entraîner des pollutions, tout ce qui revient d'un mauvais assainissement, les déchets, les eaux pluviales de la route, etc. Et il y a aussi toute l'influence de l'activité de la zone industrielle de Jarry. Et à contrario, pour les autres sites, on a quand même des courants favorables à l'évacuation de pollution ponctuelle ou sur ces sites-là. Ces études sont réalisées sur 4 années et représentent 2100 prélèvements. Les 3 autres sites pollués sont des rivières, la Vallée Verte à Vieux-Habitants, le domaine de Vallombreuse à Petit-Bourg, la Dolé à Gourbert, où la mairie a interdit l'accès au lendemain de l'annonce de ces résultats. L'origine de la pollution serait le plus souvent liée aux problèmes d'assainissement. On parle beaucoup d'assainissement parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est problématique en Guadeloupe et donc l'amélioration de l'assainissement améliorera forcément la qualité des eaux de baignade, mais ce n'est pas forcément le seul facteur. Mais l'idée, c'est soit de préserver la situation des sites qui sont bons, donc on en a quand même beaucoup en Guadeloupe, soit d'améliorer la situation des sites qu'on voit qui se dégradent au fur et à mesure des années. Et donc, dans ce cas-là, c'est faire un profil de baignade, déterminer les origines des pollutions et faire des actions pour qu'il n'y ait plus de risque de pollution des sites de baignade. Des profils que les communes n'ont pour la plupart pas réalisés et pourtant ces informations permettraient d'informer les baigneurs de la bonne ou mauvaise qualité et des possibles conséquences sur la santé. Les risques par rapport à d'éventuelles maladies, entre guillemets, il y a les gastro-entérites ou des dermatoses, enfin des problèmes de peau, éventuellement d'apparition de rougeur sur la peau. Ça, c'est les risques premiers. En attendant ces profils, les résultats des analyses sont régulièrement mis en ligne sur le site de l'Agence régionale de santé. Et pour préserver l'île aux belles eaux, où 84% de celles-ci sont tout de même excellentes, l'ARS rappelle que nous sommes tous responsables face à la pollution. Intéressons-nous maintenant à une structure qui tente de s'imposer comme un haut lieu culturel en Guadeloupe. L'habitation Beau Soleil, située à Saint-Claude, le site réhabilité par le conseil départemental, accueille depuis 1 an de nombreux artistes d'univers variés. On regarde le reportage de Loïs Ignace. L'habitation Beau Soleil est une ancienne habitation sucrière qui date du XVIIe siècle. Le site appartient aujourd'hui au conseil départemental de Guadeloupe qui a su conserver ce patrimoine historique et l'adapter à notre temps. En 2009, la collectivité a souhaité positionner le site comme un centre d'activité culturelle et artistique. Et donc, elle a donc passé des conventions avec des associations qui développent des activités culturelles de danse, de théâtre, sur le site de Beau Soleil.
Depuis 1998, les bâtiments ont été réhabilités par le CEGIL, le Centre guadeloupéen d'initiative locale, dont l'objectif est l'insertion des personnes par les formations et les chantiers d'insertion. Il y a eu plusieurs personnes de 1998 à 2001 qui ont travaillé sur la réhabilitation, comme je dis, au niveau de la pierre taillée, tout ce qui est pierre taillée, tout ce qui est aussi la charpente, le bois, la maçonnerie. Donc ils ont aussi travaillé sur la mise en place du jardin. La direction des affaires culturelles et du patrimoine du conseil départemental s'est installée depuis 1 an et contribue au renforcement de l'activité culturelle et artistique du site. Le 13 novembre 2015, le conseil départemental a inauguré le Fonds d'art contemporain. Alors le Fonds d'art contemporain, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui est dédié à la création contemporaine et qui comprend une salle d'exposition et des réserves qui abritent les collections du conseil départemental, acquises déjà depuis plus de 20 ans, et aussi des espaces qui sont dédiés à des opérations de restauration d'œuvres. Animation culturelle, enseignement artistique sont autant d'initiatives qui contribuent à la valorisation de l'habitation Beau Soleil. Boulanger, de père en fils, fratrie d'avocats, le travail est parfois une affaire de famille. Damien Lansat d'ATV Martinique est allé à la rencontre de ces familles où les métiers se transmettent comme un héritage. Raymond, Alban Kevin et Aurélie. Sur la devanture de ces cabinets d'avocats, toutes les plaques portent le même nom de famille, Hauteville. Ici, c'est mon aîné, maître Alban Kevin Hauteville. Ma cadette, maître Aurélie Hauteville et moi-même. Et ma dernière, la Benjamine, maître Amandine Hauteville. Raymond Hauteville a 2 filles et un fils, tous avocats comme lui. Ici, tous les dossiers sont traités en famille. Bon, le dossier n'est pas facile aujourd'hui. On va faire un petit échange sur l'axe de défense. Donc chacun va donner son point de vue puisque vous avez tous les deux déjà étudié le dossier. Une vocation reçue comme un héritage par la fratrie Hauteville. Il n'y a jamais eu de frontière totalement hermétique entre l'activité professionnelle de mon père et la vie familiale. Donc en réalité, nous faisons du droit sans le savoir en étant jeune. La vocation dans l'entreprise familiale, on peut la voir tout de suite ou y revenir après une autre vie. Avant de faire le choix de perpétuer la dynastie Lebel, boulanger de père en fils depuis 3 générations, Jean-François a été consultant en région parisienne. Je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi depuis très longtemps, puisque c'est l'entreprise AB, c'est mon enfance. Et en fait, ça s'est fait très naturellement, le fait de vouloir rentrer en Martinique et de vouloir reprendre l'entreprise familiale. Faire quelque chose de ses mains et poursuivre un chemin tracé au fil des générations. On a tous vécu dans la boulangerie et on est tous les enfants sont nés. Moi, je suis né, mon père était boulanger, mon père est né, son père était boulanger. Et mon grand-père, sa grande-tante était boulangère. Donc finalement, on est pris là-dedans, on est né à l'heure. Transmettre une entreprise et parfois aussi une mission. Dans l'auto-école de la famille Mathurin, père, fils et fille travaillent ensemble, mais partagent surtout un devoir, celui de sensibiliser les futurs conducteurs aux dangers de la route. Tout petit, il nous accompagnait à l'école, donc par déduction, on était parfois en cours avec lui. On voyait ce qui se passait et la sécurité, on en prend très vite conscience de par le fait que ça touche beaucoup de jeunes. Et comme on est une génération justement où nos amis sortent beaucoup, sont parfois touchés par les accidents, etc. Donc ça nous touche personnellement, on est obligé d'être à fond dedans, clairement. Une mission que Mario Mathurin espère lui aussi transmettre un jour. Si j'ai des enfants, j'aurais bien voulu qu'ils fassent le même métier, tout en sachant que pour moi, c'est l'école de la vie. Donc. Si 58% des dirigeants d'entreprises interrogés en France déclarent vouloir transmettre leur affaire à leur descendance, seuls 10% d'entre eux aboutissent dans ce projet. Les équipements sportifs sont dans leur quasi-totalité fabriqués en Asie, comme vous le savez. Mais ici, nos sportifs ont la possibilité de se procurer des tenues design avec des motifs et des couleurs inspirées de la culture guadeloupéenne. La marque s'appelle Bobol. Isabelle Hameau s'est rendue dans leurs ateliers situés à Jarry, Bemao. Regardez. L'art de fabriquer les maillots n'a pas de secret pour ses mains habiles. Ici, 20 à 60 pièces sont fabriquées par jour. Maillots de foot, de cyclisme ou de sport nautique, tout est travaillé.
cette matière, on en a plusieurs, mais elles ont tous un composite UV qui permet justement à ce que la couleur reste, parce qu'il faut savoir qu'on est, comme on le sait, on est au soleil, donc un rouge, au bout de plusieurs lavages où le soleil ne va plus être aussi éclatant, donc avec ces matières premières, ça ne bouge pas. Voilà. Et la deuxième particularité d'une deuxième gamme, c'est le produit UV50, donc une protection de la peau pour toutes les personnes qui font du sport nautique ou autre. Après un passage au rouleau, les pièces sont sectionnées puis matelassées, c'est-à-dire découpées, et passées au peigne fin pour repérer toute anomalie. C'est la plus longue étape. Après, on est obligé de sanctionner taille par taille et ensuite prendre chaque modèle et épingler le tout pour faire justement du matelassage. Donc s'il y a 10 XL, rassembler les 10 XL. Si c'est du L, rassembler les 10 L. Et ensuite découper pièce par pièce. Et c'est de là qu'on voit justement s'il y a un détail, une imperfection d'impression, ça peut arriver. On peut aussi enclencher un rouleau en impression et puis surprise, au bout de 5 mètres, on a un trou. Mais comme le rouleau est déjà enclenché, le technicien ne le voit pas. Et il n'y a que justement en atelier qu'on peut faire le contrôle avant d'assembler. Enfin, montage et finition, une étape qui dure environ 15 minutes. J'en passe en surjeteuse, donc une surjeteuse qui nous permet justement d'assembler le devant, le dos et les manches. Ensuite, on va passer en ourlage, l'ourlage qui va nous permettre de faire justement les finitions des manches, du bas, le col. Et ensuite, on va passer en piqueuse simple pour faire de l'étiquetage. Pour les produits nautiques, on a une machine vraiment spécifique pour le montage de produits nautiques. Parce qu'il faut savoir que le produit nautique, l'eau ne doit pas passer à travers le fil, pas à travers les trous. Cette entreprise confectionne des maillots pour une 50aine de clubs sportifs guadeloupéens depuis plusieurs années. Un maintien et une qualité de fabrication, selon les sportifs, qui n'est plus approuvée. Et nous restons dans le domaine du sport. Depuis hier, la Ligue de Guadeloupe de badminton organise un stage de perfectionnement pour les jeunes au gymnase de la Jaille à Bémao, animé par un cadre technique venu de la France hexagonale. Cette formation permet à ces jeunes de découvrir de nouvelles méthodes de travail afin d'améliorer leur jeu. Le reportage d'Yvan Lemar. Faites attention quand vous descendez le volant, vous êtes bien placé. Donc si on n'est pas bien placé, on redégage. Et dès qu'on a un volant facile, là on rentre dedans, on fait avancer notre match et là on prend l'attaque. Ok? Allez, c'est parti. Cela fait 2 jours que nos 13 jeunes badistes âgés de 8 à 17 ans suivent ce stage intensif. Chaque jour, ils ont 6 heures d'entraînement. On impose des temps de match, des temps d'entraînement, des temps de travail technique, des temps de préparation physique. Et ça, ils ne sont pas habitués ici. Les jeunes, ils sont habitués à avoir des entraînements un peu plus décousus. Alors que là, c'est vraiment structuré. L'échauffement, il dure un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, ils ont 15-20 minutes où ils se chauffent avec la raquette. Et ensuite, on part sur des exercices. Et vraiment, cette notion d'exercice où ils s'entraînent, ils travaillent, c'est différent pour eux. Il y a des objectifs sur les séances, sur les contenus de séances. Après, il n'y a pas d'objectif de réussite. C'est la première fois, moi, que je viens. Donc, l'idée, c'était plutôt d'observer un peu le niveau de jeu qu'il pouvait y avoir pour ensuite, sur les années suivantes, pouvoir mettre de nouveaux choses en place. Là, c'est plutôt un stage d'observation. Intention de jeu, maniabilité, technique de déplacement, de nouvelles méthodes de travail appréciées par nos jeunes champions. Je trouve ça super, c'est vraiment extraordinaire et je commence à être bon. J'ai appris à tirer fort, à bien viser et à penser à ce que je vais faire quand j'ai déjà fait un smash. Je trouve que c'est bien, j'ai appris de nouvelles choses, le déplacement d'ailleurs, et la technique, comment en faire. D'habitude, c'est 1h30 et c'est pas toute la journée comme ça. Et de 2, il nous fait un peu plus travailler que d'habitude pour nous faire plus apprendre et réussir après. J'ai bien aimé ce stage. J'ai appris des nouvelles techniques que je ferai pendant les compètes. Et puis, je pense qu'il est très bien. On a appris des nouvelles méthodes. C'est différent du club. On apprend plus les positions de jeu et comment mettre en difficulté l'adversaire avec une autre pédagogie. La fin de ce stage de perfectionnement est prévue demain. Certains jeunes pourront mettre en pratique leurs nouvelles connaissances dès la semaine prochaine avec le tournoi régional jeune prévu le 9 et 10 avril. Autre ambiance maintenant, samedi soir, un tout jeune orchestre nommé Guadeloupe Symphonie sera en concert au Memorial Act. Ce projet qui regroupe des artistes musiciens débutants et aguerris se veut l'avant-garde d'un nouveau genre musical. Il s'inspire des instruments traditionnels guadeloupéens et des sonorités plus contemporaines. On écoute ces mélomanes qu'ont rencontré Nathalie Dinan et Moïse Dexter.
Guadeloupe Symphonie, composée d'élèves, de professeurs d'école et de musiciens confirmés, est en pleine création d'une musique nouvelle. L'objectif étant d'interpréter des œuvres inédites inspirées du Gros-Cas. En résidence au MACT, ils jouent toute la journée. Et là, ils sont motivés parce que c'est une musique nouvelle. C'est une musique nouvelle, ça les motive beaucoup. D'autant plus que pour la plupart, ils viennent du milieu classique. Et quand ils travaillent le Gros-Cas, après dans le classique, ils sont plus performants. Symphonie tout simplement parce que toutes les familles d'instruments sont représentées. Le chef d'orchestre s'est inspiré du Gros-Cas, de ses gammes pentatoniques, en ajoutant donc le Ka, le tambour à masse, le siyak, le chacha et le style pan. Le premier morceau, c'est une biguine. C'est la sérénade, c'est un morceau qui est connu. C'est juste pour montrer que dans la tradition, il n'y a pas que du Gros-Cas. Il y a aussi la biguine. Et tout le reste, c'est de la musique inspirée du Gros-Cas. Donc la plupart des morceaux, ce sont des morceaux inédits. Mais dans le répertoire, pour bien montrer la liaison, on a quand même pris des morceaux traditionnels comme Tijan Point Gâteau, comme Éloisine. C'est des morceaux qui sont connus dans la tradition du Gros-Cas, mais adaptés à l'orchestre. Guadeloupe Symphonie a invité des pointures, des violonistes, flûtistes, violoncellistes haïtiens et un trompettiste dominicain pour renforcer l'orchestre et à plus long terme, échanger avec d'autres associations caribéennes qui adhèrent au même projet. Donc le but, c'est de faire venir des artistes d'un certain niveau qui permettraient à l'orchestre de monter. Et les élèves, à force de se confronter à des gens très forts, ils auront envie d'aller plus loin. Déjà, entre avant-hier et hier, on a vu la différence sonore de l'orchestre. Après 24 heures de travail, on a vu la différence. Donc je pense que d'ici samedi, il y aura encore une grande différence entre ce que nous faisions avant l'arrivée des invités et pendant. Et le but, c'est vraiment de chercher un lien dans la Caraïbe. L'association Guadeloupe Symphonie veut, à travers ses projets et toutes ses actions, préserver le patrimoine musical guadeloupéen. À vos stylos maintenant pour quelques informations pratiques. Sachez que le prix de l'essence va augmenter cette nuit dès minuit. Plus de 3 centimes pour le super samplon qui passera à 1,26 € le litre. Et une nette augmentation de 6 centimes pour le gazole, soit le litre à 1,06 €. La bouteille de gaz de pétrole augmentera elle légèrement de 3 centimes, passant ainsi à 18,42 € au lieu de 18,39 centimes. Une hausse générale due au cours du pétrole brut qui a augmenté de plus de 20% par rapport au mois de février. Et puis des perturbations et manques d'eau sur les réseaux de distribution de Sainte-Anne et de Saint-François ont été ressentis toute la journée. Ils devraient durer jusqu'à demain matin. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.